Sainte-Soline. Alors, comme vous avez pu le voir probablement, il y a eu des révélations de Mediapart et de Libération conjointement. Alors, c'est plus Mediapart qui a sorti l'article, en tout cas l'enquête vidéo, sur les violences policières qu'il y a eu à Sainte-Soline en mars 2023. Et donc, on va regarder ça directement. Et c'est des vidéos qui sont vraiment accablantes, puisqu'on voit la manière de fonctionner un petit peu déjà de la police. On voit un peu l'esprit qu'il y a au milieu de la police. Et il y a des choses absolument inacceptables qui ont été entendues. Vraiment une ambiance quasiment où vous avez l'impression qu'ils sont en train de jouer à un jeu vidéo, ils veulent défoncer du gauchiste, ils les appellent les pulapis, ils sont extrêmement insultants. Et encore pire que ça peut-être, des ordres qui ont été donnés directement par la hiérarchie de tirer, de faire des tirs tendus, c'est-à-dire au lieu de tirer en cloche pour éviter d'avoir des blessés, tirer directement comme ça, de manière droite, ce qui est illégal, absolument illégal, et ce qui peut être potentiellement létal, quoi. Parce que si tu te prends une grenade directement dans la tête, par exemple, typiquement, tu peux perdre un œil ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est une vidéo qui a pas mal tourné, et il y a eu quasiment pas de réaction de la part à la fois de Laurent Nunez, donc notre ministre de l'Intérieur actuel, ni de Gérald Darmanin, que vous connaissez et qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, quoi. La seule réaction de Laurent Nunez, c'était de dire qu'il n'était pas content, très bien, et que forcément des sanctions seront prises s'il le faut, mais c'est tout, ça reste quand même très très timide. Et de l'autre côté, Gérald Darmanin, donc, qui est aujourd'hui garde des Sceaux, ministre de la Justice, lui, il a simplement dit qu'il lisait pas Mediapart matin, midi et soir, que donc il se gardera pas de réagir si jamais ou de regarder la vidéo, mais pour l'instant il a pas regardé. Et ça fait quand même quoi, une semaine? Ça fait une semaine, je crois que c'était mardi dernier. Ça fait entre 7 et 9 jours, je sais plus exactement. Et toujours pas de réaction, alors que Gérald Darmanin a couru quand même les plateaux ces derniers temps, hein. Enfin, je crois qu'il était hier soir, c'est ça, tu me disais, sur chez LCI, si je dis pas de bêtises. Et toujours rien. Après, il faut dire que, par exemple, sur LCI, j'imagine qu'on lui a peut-être pas posé la question non plus. Enfin, c'est quelque chose qui, malheureusement, dans les médias mainstream, occupe assez peu le temps d'antenne. Mais donc voilà, pas de réaction. Alors peut-être qu'on peut rappeler, ce qu'était cette manifestation de cette Sainte-Soline et pourquoi, avant peut-être de regarder un petit extrait de l'enquête vidéo de Mediapart. Alors vous vous souvenez peut-être certainement, hein, enfin, c'était à l'époque, il y a eu deux manifestations. Il y en a eu une en octobre 2022 et une autre en mars 2023. Donc deux manifestations qui ont réuni entre 5 et 10 000 personnes à chaque fois, donc contre des projets de méga-bassines. Alors, d'abord peut-être rappeler le concept des méga-bassines. Alors en gros, l'idée c'est de pomper l'eau en fait en hiver dans les nappes et dans les cours d'eau pour les stocker dans un cratère à ciel ouvert. Là en l'occurrence c'est un cratère de 24 000 mètres cubes je crois. 24 000 mètres cubes. Donc tout ça pour donc voilà, on stocke en hiver pour que ce soit en fait distribué l'été, sauf que c'est distribué à seulement 12 agriculteurs. Donc et c'est pas des petits maraîchers bio qui font des belles aubergines made in France qui en bénéficient. C'est plus des espèces d'immenses, enfin c'est l'industrie vraiment agroalimentaire avec des espèces de gros céréaliers en conventionnel qui ont des immenses champs qui récupèrent ça. Et en plus, parmi les céréales qu'ils produisent, c'est pas spécialement pour aller nourrir les Français. Très souvent, contrairement à ce qu'affirme d'ailleurs la FNSEA par ailleurs, c'est pour faire de l'exportation et exporter des céréales en masse, notamment pour aller nourrir du bétail, parfois à l'autre bout du monde, quoi. C'est ça. Et donc, ces méga-bassines servent à ces exploitants-là qui sont rares et qui, en plus, sont dans cette logique productiviste qu'il faudrait combattre ou en tout cas réduire. Et le problème, c'est que c'est financé à 70% par de l'argent public et à seulement 30% par le syndicat local de l'eau dont sont adhérents ces 12 exploitants. Donc, tout le sujet et tous les arguments de militants écologistes qui se sont rassemblés autour de ces bassines pour les contester, c'est de dire d'abord, il y a une appropriation et un accaparement de l'eau qui est une ressource publique, c'est notre bien commun à tous. Et en plus de ça, il y a aussi une grosse part d'eau qui est gâchée par l'évaporation. Et ça, c'est notamment expliqué par différents scientifiques qui se sont penchés sur la question, notamment des scientifiques en rébellion qui faisaient aussi partie de cette manifestation. Parce que, scientifiques en rébellion, c'est une orga ? Okay. C'est une orga, voilà, c'est ça, c'est un petit peu comme Extinction en rébellion. Dans la foulée, des scientifiques à l'époque, dans la foulée des marches pour le climat, disaient en gros, on ne peut pas rester sans rien faire. Nous aussi, on a notre légitimité et on a nos moyens d'action. Donc on va rejoindre les manifestations, les différents mouvements qui sont créés pour apporter notre savoir, pour faire une sorte de contrepoids face aux projets qui sont lancés, qui sont néfastes pour l'environnement, de dire nous on vient contester, mais c'est pas pour rien, on a tout un ensemble de données
et de travaux qu'on va mettre en avant pour dire à quel point ça va dans le mauvais sens. Et donc, mais tout ça a été documenté par ces scientifiques-là, par les différentes orgas. Et pourtant, c'est complètement absent et ignoré des rapports du BRGM, donc qui est comment on appelle ça, le Bureau de recherche géologique et minière. Voilà, j'ai retrouvé, qui en gros était chargé de créer des rapports autour de cette question-là. Ça a été complètement ignoré. Tout ça pour favoriser la mise en place de ces bassines. Et donc voilà pourquoi du coup sont venus manifester ces milliers de personnes. Comment on a retrouvé là? Alors il y a aussi un autre truc, ça je sais plus exactement où on en est sur tout ce qui est judiciaire, mais il y a aussi eu des rendus de justice a priori qui ont statué pour dire que faire des méga-bassines comme ça serait illégal. Quoi. Ouais. Donc il y avait aussi cette idée-là. Quoi. Donc ça donnait une légitimité de plus pour ces manifestants à venir manifester, pacifiquement dans l'écrasante majorité des manifestants. Alors même s'il y a quand même eu des violences, il y a quand même eu des jets de cocktails Molotov, certes, mais... Bon, pas l'ensemble, mais l'écrasante majorité des manifestants étaient pacifistes par ailleurs, quoi. Et donc oui, ça fait quand même, il y a plusieurs raisons qui légitiment totalement cette manifestation, toutes celles que tu viens d'expliquer, enfin qu'on vient d'expliquer. Quoi. Et malgré ça, il y a eu un maintien de l'ordre absolument massif. Des scènes qui font penser à des scènes de guerre. Toi, tu as écrit un bouquin sur toutes ces questions-là. Voilà, tout simplement. Instant auto-promo. Tu as écrit un bouquin, c'était il y a 2 ans, je crois. Alors, tu es co-auteur d'un des bouquins qui justement parlait de ces... de ces sujets-là. Donc c'est un bouquin qui s'appelle L'affrontement qui vient, de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme, et qui parle à la fois de la doctrine du maintien de l'ordre en France de manière générale et par rapport aux problématiques écologiques, et de l'autre côté la radicalisation de certains mouvements écolos face à un pouvoir qui se raidit de toute manière, quoi. Donc c'est presque comme si tout ça était les deux faces d'une même pièce, et c'est pour ça que tu parles d'un affrontement qui vient, qui semblerait presque quasiment inévitable. Et donc du coup ces groupes écologistes dont tu as parlé dans ce livre, c'est ceux qui étaient représentés à Sainte-Soline. Tu as commencé à l'écrire avant Sainte-Soline, pendant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, alors d'abord pour parler du titre et du sous-titre, c'est vrai que c'est donc il s'appelle L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'écoterrorisme, point d'interrogation. Quand on emploie le mot écoterrorisme, c'est aussi pour analyser pourquoi il est employé par Gérald Darmanin, et donc en fait on explique ce qu'il y a derrière cette logique-là, en fait, derrière cette logique guerrière. Et en fait on voit que la doctrine de l'État depuis un certain nombre d'années, c'est de faire la guerre, en fait, de déclarer une guerre ouverte aux militants du vivant, pour la défense de l'environnement, par un certain nombre de dispositifs. Enfin, évidemment, il y a une guerre verbale qu'on a pu entendre par écoterrorisme, enfin l'emploi du terme écoterrorisme, par l'emploi des termes Khmer vert, etc. Mais il y a Khmer vert. Ouais. C'est grave. C'est vrai qu'on l'a vachement entendu, malheureusement, ça dans la bouche de nos responsables. Mais derrière tout ça, il y a tout un ensemble en fait de dispositifs de répression juridique, mais aussi policier, comme on a pu le voir là, mais aussi dans la façon de toucher au portefeuille parfois aussi certaines organisations écologistes. Et nous, en fait, c'était avec Sébastien Lurquin qu'on a écrit ce bouquin. On a commencé bien avant Sainte-Soline, bien avant le mois de mars, donc la deuxième manifestation de Sainte-Soline. On a commencé 1 an avant, parce qu'on observait déjà une large répression du mouvement écologiste. Là encore verbal, etc. Mais en fait, on a d'abord observé ça au mois d'octobre à Sainte-Soline. C'est-à-dire que là, on était déjà un petit peu dans la phase finale de l'écriture et des reportages. On y est allé. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, il y avait déjà près de 3000 policiers autour de cette bassine-là. Encore une fois, c'était le même schéma en fait, qu'en mars. Gérald Darmanin avait un discours guerrier, outrancier, en annonçant en fait des événements graves, une espèce de, comment dire, de climat de terreur et de tension en fait qu'il annonçait. Et donc il y avait une sorte de prophétie autoréalisatrice en fait qui a amené aussi à ces affrontements qu'on a pu observer. Et quand on parle d'affrontement qui vient, c'est d'abord par l'État qui montre les dents en fait en musclant son appareil répressif, mais aussi c'est aussi par des mouvements écologistes qui se radicalisent d'une certaine façon, mais ça s'explique parce que c'est l'État qui les radicalise, parce que il y a tout un ensemble de projets qui sont contestés, le plus souvent démocratiquement et pacifiquement par les militants et par les mouvements écologistes, sauf que l'État
passe en force. Et donc, ça crée des tensions. Ça crée des tensions de ce côté-là. Et où, forcément, au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, quel moyen il reste ? Quel moyen il reste, à part d'aller défier directement l'État et d'empêcher potentiellement ces projets de se faire par d'autres moyens que simplement la voie juridique ou la démocratie, la participation aux consultations, etc. etc. Bon, peut-être qu'on pourra y revenir sur ces déceptions, sur ces contournements aussi des voies démocratiques. Mais en fait, c'est toute la genèse du bouquin, c'est un petit peu ça. C'est en fait, oui, dans les médias, on parle de attention, les méchants écolos, ils arrivent, vraiment, ils ont la bave aux lèvres, ils ont la rage et tout ça. Oui, mais en fait, s'ils ont la rage, ça s'explique aussi. Oui. Et on peut les comprendre largement parce qu'il y a une colère qui est plus que légitime et qui est soufflée, qui est gonflée par l'État. Et une colère qui reste vraiment, qui n'est pas écoutée, quoi. Qui est écoutée beaucoup dans la société, mais d'un point de vue plus politique à proprement parler, d'un point de vue du pouvoir, c'est vraiment tout le monde s'en fout de ces problématiques-là en réalité. Parce que là où la gronde sociale, on va dire typiquement, quand il y a des manifs contre la réforme des retraites, quand on fait des grèves, on rentre dans le rapport de force économique au sein de l'entreprise pour ce qu'il y a une attaque contre le monde du travail, ce genre de choses, ça on est assez habitué à ce genre de problématiques et il y a toute une tradition finalement de la grève, du mouvement social finalement, qui permet quand même d'avoir des interlocuteurs, de trouver éventuellement des solutions. En tout cas, c'est des sujets dont on discute assez régulièrement et qui sont naturellement politisés, quoi. Donc je veux dire, il y a une forme de dialogue, même si parfois il se fait un petit peu dans le heurt et dans le fracas. Mais c'est vrai que pour les problématiques écologiques, on a l'impression que il n'y a pas vraiment encore de tradition du combat écologique, de structuration du combat écologique, comme il peut y avoir dans le social avec les syndicats, ce genre de choses. Ce qui fait que comme c'est des choses assez nouvelles, c'est assez peu écouté par le pouvoir en place. Et donc cette espèce d'escalade de la répression violente qui mène du coup aussi à une réaction violente du mouvement écolo. Est-ce que ça, selon toi, il y a une spécificité par rapport au fait que ce soit des problématiques nouvelles ou pas spécifiquement ? Et en fait, c'est exactement comme ce qui se passe pour les mouvements sociaux plus classiques. Quand il y a un nouveau projet donc industriel qui peut être potentiellement contesté, tu as différentes étapes normalement. Tu as l'enquête publique, tu as l'information aux citoyens qui est normalement obligatoire, tu as tout un certain nombre de consultations et de concertations locales, tu as toute une série de rapports qui doivent être constitués par des organes reconnus, notamment constitués par des scientifiques. Sauf que la Macronie a notamment a la paternité de deux textes en particulier, c'est la loi ASAP et la loi d'accélération pour les énergies renouvelables, qui en fait réduisent l'espace de discussion et de concertation pour aller plus vite. Il y a une habitude, une tradition presque du mouvement social sur les questions sociales, qu'il n'y a pas forcément au niveau des luttes écologiques. En fait, logiquement, il y a tout un tas de procédures qui devraient être faites, y compris avec des interlocuteurs qui sont des groupes écolos, des groupes pour la lutte écologique, et qu'en fait, il n'y a pas de dialogue de manière générale. Un peu de la même manière que la Macronie, depuis 2017, en réalité, et ça s'est vu avec les Gilets jaunes, ça s'est vu avec la réforme des retraites, typiquement, refuse le dialogue avec ce qu'on appelle souvent les corps intermédiaires, non, c'est ça le terme ? C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Je suis fatigué encore une fois. Non, mais et donc ça. Là, c'est un petit peu comme si cette logique d'ignorer finalement le dialogue démocratique, ce genre de choses, qui font déjà pour les mouvements sociaux plus classiques sur les sujets sociaux, en fait, ils appliquent la même logique au sujet écologique. Et en fait, ça va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Et c'est exactement la même logique, parce qu'en fait, c'est cette volonté de se montrer comme responsable, comme ceux qui vont créer le dialogue, qui appellent tout le monde à se mettre autour de la table, tout en refusant absolument de les écouter. Et en plus, sur la question écolo, c'est encore plus cruel et encore plus machiavélique, c'est qu'en fait, ils coupent volontairement toute possibilité de discussion. C'est-à-dire qu'en fait, donc je parlais de la loi ASAP et de la loi d'accélération pour les énergies renouvelables, mais c'est la même logique pour les deux. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux textes, ils permettent d'accélérer les projets parce que ça répondrait à un intérêt public majeur, donc réindustrialiser, accélérer, disons, des projets qui sont bénéfiques pour l'économie, etc. etc. Et l'économie, pas l'écologie. Oui, attention, les mots se ressemblent, mais ça n'a rien à voir. Oui, parce que pour la Macronie, il y a une hiérarchie entre les deux. C'est l'écologie qu'on peut se le permettre, évidemment. Et quand ça trouble pas trop, évidemment, les possibilités de croissance, etc. Donc en fait, c'est cette logique-là, et ces deux textes, et en fait, ils permettent de couper toute possibilité pour les mouvements, mais aussi pour les citoyens, d'à la fois s'informer, mais aussi intervenir face à des projets qui sont largement contestables et contestés
sur la base d'arguments scientifiques le plus souvent, et pas seulement idéologiques ou politiques. Ah oui, non, là, c'est simplement que ça a des dégâts, ça cause des dégâts très concrets. Et d'ailleurs, la loi ASAP, par exemple, d'ailleurs les deux textes, permettent à ceux qui sont derrière les travaux, donc que ce soit l'État, que ce soit des groupes privés, de commencer les travaux avant même que, bien souvent, que les enquêtes publiques aient rendu leur verdict ou que les consultations publiques soient terminées. Donc en fait, on voit une volonté de réduire le champ démocratique, de réduire le champ des concertations. Donc forcément, ça crée des manifestations. Et en plus, ensuite, là où c'est absurde et cynique, c'est que bien souvent, quand il y a des manifestations contre les bassines, contre la 69 ou contre d'autres projets, on se souvient des manifestations contre le Lyon-Turin, par exemple, Oui. à chaque fois, ils viennent sur les plateaux, donc ces représentants de la Macronie, en disant regardez, vous voyez bien, on est face à une frange radicalisée qui refuse tout dialogue. Mais en fait, vous avez coupé toute possibilité de dialogue. C'est comme si je te coupais le micro, je te disais Ribot, qu'est-ce qui t'arrive, on t'entend pas. C'est exactement la on va se battre. Puisqu'on peut pas discuter, on va se battre. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça, Et ça rappelle aussi, effectivement, les mouvements sociaux plus classiques où dès qu'il y a une poubelle qui crame en manif, hop là, les caméras ils arrivent, elles filment le sac plastique en train de brûler pour dire on peut pas discuter avec ce genre-là, ce sont des factieux. Ni factieux ni faction en République, je l'ai déjà dit. Donc effectivement, il y a un continuum entre la répression des mouvements sociaux classiques et classiques, on va dire ça comme ça, et la répression des mouvements écologistes. Ouais. Mais avec quelques spécificités que tu viens d'expliquer, qui font que parfois c'est encore pire sur l'écologie. Et donc du coup, effectivement, quand la Macronie, par stratégie politique, finalement, décide de ne laisser place à aucun dialogue, qu'est-ce qui reste ? Il ne reste plus que la matraque, il ne reste plus que la répression. Et du coup, on va revenir à l'extrait qu'on n'avait pas pu regarder, que là, on va pouvoir regarder avec du son cette fois-ci. Donc sur ces fameuses images de Mediapart, on ne va pas tout regarder en entier, on va regarder 1 minute 27, qui montre déjà que la répression, elle a été violente, ça on le savait déjà, mais qui montre à quel point dans les rangs de la gendarmerie, c'était pas la police nationale, là c'était la gendarmerie, l'esprit qui règne un petit peu dans les rangs de la gendarmerie et à quel point c'est révélateur d'une doctrine de maintien de l'ordre en France qui est violente, répressive et ça y va très très fort là-dedans, quoi. Donc là c'est un petit peu de ça dont on va parler justement, quelle forme prend cette doctrine de maintien de l'ordre par rapport au fait que effectivement toute possibilité de dialogue de toute manière est coupée à la racine, quoi. Hop là. Ça les fait reculer. Les caméras piétons des gendarmes ont filmé sous tous les angles cette journée de manifestation et d'affrontement. Ces dizaines d'heures de vidéos ont été saisies par l'inspection générale de la gendarmerie nationale, qui les a visionnées. Pour autant, elle n'a pas averti la justice de tous les comportements problématiques qu'elle y a découverts. Mediapart a regardé 84 heures d'enregistrement. Donc les mecs, j'espère bien que un vrai kiff. Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde. Hein. On va les manger. Hein. Bah oui, faut qu'on les tue. Cette phrase-là, faut qu'on les tue. Enfin, c'est parce que bon, on va en reparler. On va peut-être finir de regarder l'extrait, mais c'est des images qui datent d'il y a quoi, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ouais, c'est mars 2023. Non, plus d'1 an et demi, qui date d'il y a 2 ans et demi, quoi. Pendant 2 ans et demi, ces images auraient dû être analysées par l'IGGN. Donc l'IGGN, c'est l'inspection générale de la gendarmerie nationale. C'est l'équivalent de l'IGPN, mais pour la gendarmerie, quoi. Et comme à son habitude, l'IGPN et l'IGGN, on a l'impression qu'ils sont vraiment là pour justement ne rien voir, cautionner n'importe quel agissement de la police et mettre sous le tapis les problématiques, quoi. Et donc là, on a un exemple criant d'image qu'aurait dû alerter toute la hiérarchie. Et au final, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, et c'est ce qui nous amène à penser que tout ça est absolument normal dans la police et que tout ça correspond à une doctrine du maintien de l'ordre qui est au final assumée par la hiérarchie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il faut savoir qu'il y a des rapports qui sont constitués normalement après chaque manifestation. Là, pour le cas de Sainte-Soline, ça ne figure même pas dans le rapport. Enfin, c'est-à-dire que il y a ces caméras piétons, il y a 84 heures de vidéos qui ont été visionnées par Mediapart. Donc évidemment, on imagine bien que l'IGGN a aussi évidemment visionné ces vidéos-là, ces rushs. Et pourtant, ça ne figure pas du tout. Les vidéos, évidemment, elles sont mentionnées, etc. Mais par contre, les propos et les méthodes employées ne figurent pas dans le rapport. Donc, en fait, oui, effectivement, il y a une volonté plutôt manifeste, en tout cas qui apparaît comme manifeste, de cacher certaines choses. Ouais. Ça paraît clair et net. Je vois quelqu'un dans le chat qui dit honnêtement, c'est pas la police là, c'est des racailles. Et justement, c'est un peu le contraire de ce qu'on dit, quoi. À partir du moment où l'IGGN a jugé qu'il n'y avait rien à observer
de ces vidéos-là, c'est justement dire que non, c'est là, on est bien dans de la police, de la gendarmerie, mais c'est policier aussi. Au contraire, ça montre bien que c'est la norme en fait dans les rangs de la police, dans ce genre d'opération de maintien de l'ordre, de se comporter comme ça. Et c'est pas juste des racailles, c'est pas des pommes pourries dans le panier. A priori, vu tout ce qui s'est passé, vu le traitement de la hiérarchie et du ministre de l'Intérieur de l'époque Darmanin et du ministre de l'Intérieur actuel, non, ça c'est la norme justement. C'est justement ça le souci. Ouais, mais je vois, c'est Charles, je crois, qui dit pas racaille un gang, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus organisé, ça c'est clair. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se pencher uniquement sur les cas individuels, sur les propos personnels, parce que oui, à chaque fois c'est délirant. On voit certains gendarmes qui disent putain, 10 ans que je suis gendarme et j'attendais ce moment, etc. Donc oui, à ce moment-là, on peut se dire mais c'est quel genre de malade en fait ces personnes-là individuellement, et le problème c'est eux. Mais en fait, oui, le problème il est plus structurel en fait. C'est des consignes, c'est une doctrine bien particulière de maintien de l'ordre, et puis c'est une impunité organisée aussi. Enfin voilà, tu le disais avec l'IGGN qui du coup ne relève pas ces comportements-là comme étant problématiques. Donc c'est bien que c'est la norme et que ça doit être la philosophie d'une certaine façon de toute l'institution. Et ça fait penser à d'autres images qu'on a pu voir par ailleurs pendant les Gilets jaunes par exemple. Donc c'était fin 2018, début 2019, je sais plus exactement. Donc il y a eu vraiment beaucoup de gens éborgnés ou qui ont perdu des mains parmi les Gilets jaunes, notamment pour les mêmes raisons. Des tirs tendus avec des lanceurs de LBD, alors que normalement, alors là c'était pas sur des lanceurs de LBD, mais il me semble à l'époque avec les lanceurs de LBD ils étaient censés viser en bas au niveau des jambes, interdiction de viser au niveau de la tête, et on a vu des images de gendarmes qui visent au niveau de la tête et surtout qui insultent et se comportent comme s'ils étaient en train de faire de l'airsoft entre potes, alors qu'en face ils ébandent des gens quoi. Donc, je veux dire, on a déjà vu des comportements comme ça dans des moments de maintien de l'ordre parce qu'il y avait vraiment un vent de révolte qui grondait, et là on voit exactement la même chose. Encore une fois, il y a un continuum, tout ça s'inscrit plus dans la normalité du maintien de l'ordre en France, du maintien de l'ordre plus précisément que la police d'ailleurs. C'est un sujet un petit peu différent. Et non, tout ça, et effectivement, c'est pas étonnant. C'est pas. Et d'ailleurs, je réagis parce que je vois plusieurs réactions sur le fait qu'on ait dit, je crois que c'est moi qui l'ai dit, que c'était la norme. Alors évidemment, ça doit pas être la norme, et c'est pas censé être la norme, mais malheureusement, c'est des comportements qu'on voit de plus en plus fréquemment, et des consignes aussi, parce qu'on le voit dans la vidéo en fait, où il y a plusieurs fois des cadres, disons, de chaque comment on peut appeler ça, escadron. Oui, je crois que c'est ça, une quinzaine d'escadrons. Et qui hurlent tir tendu, alors qu'en fait c'est absolument interdit. Donc voilà. Peut-être que le mot norme n'est pas le bon mot, mais en tout cas, c'est des consignes très claires, et c'est ce qui régit le maintien de l'ordre, malheureusement, aujourd'hui, contre toute légalité. Oui, et sur les 15 escadrons qu'il y avait à Sainte-Soline, il y en a 9 où ont été documentés par l'enquête de Mediapart et Libé des ordres qui ont été donnés de faire des tirs tendus. Donc 9 sur les 15, ça fait à peu près 2 tiers, quasiment 2 tiers. Donc à partir du moment où les 2 tiers des escadrons ont reçu l'ordre directement de leur hiérarchie de tirer en flux tendu au mépris de la loi, bon, 2 tiers, ça commence, c'est une large majorité. S'il y avait un groupe parlementaire qui avait les 2 tiers des sièges à l'Assemblée, typiquement, on appelle ça la majorité absolue, littéralement. Bon, je te propose de continuer de regarder un petit peu l'extrait, puis après de passer à la suite et justement commencer à voir un petit peu les réactions des politiques, Ces images que nous révélons démontrent que les gendarmes ont effectué de nombreux tirs tendus de grenades lacrymogènes et explosives, ce qui est interdit. Les fameux tirs tendus. Et ce, sous les encouragements de leur chef. Tendu. On y découvre aussi des propos choquants. T'en crèves 2-3, ça calme. Témoignant d'une réelle volonté de blesser leurs adversaires. Fils de pute, bande de merde, c'est un chien. Au final, c'est une violence physique et verbale disproportionnée qui est visible dans les images de la gendarmerie. Bien joué. C'est bon ça. J'ai cru que le mec il allait jamais se relever. Ah ouais, mais il a pris là. Il a dû la prendre pleine gueule. Ah, il a pris ce pleine tête. Chais. Alors il y a quelque chose qu'ils n'ont pas mis là-dedans, mais moi je sais qu'il y avait une phrase, parce que moi j'avais regardé sur ma chaîne en React un petit peu tout ça, enfin le sujet vidéo en entier. Je sais qu'il y avait une phrase qui m'a vraiment choqué, où un des gendarmes justement disait « Oh là là, j'ai attendu toute ma vie, j'ai rejoint la gendarmerie pour pouvoir faire ça. » Avec des gendarmes qui disaient « Bah ouais, moi c'est pour ça que je voulais être gendarme, pour tirer sur des gauchistes pulapis avec des lance-grenades, en gros. Enfin, c'est même pas en gros, c'est littéralement ce qu'il dit dans la vidéo, Donc encore une fois, là ça en dit long sur l'esprit qu'il y a dans la gendarmerie, qui fait que c'est normal en fait pour un policier de dire ça. Ils veulent aller au contact, ils veulent de l'action, ce genre de choses. C'est des choses qu'on entend assez souvent. Et là, dans le cadre du maintien de l'ordre, il reste plus que ça, C'est pas une histoire d'arrêter les méchants ou je ne sais quoi là. C'est
dans le maintien de l'ordre, c'est aller casser du gauchiste, aller casser du journaliste, comme ils disent, ce genre de choses, quoi. Complètement. Et puis, alors, on peut se demander d'où ça vient, évidemment. On peut essayer de s'intéresser au pédigré de chaque gendarme, mais on peut aussi se poser la question de la responsabilité de la parole publique aussi, parce que avant Sainte-Soline, se passe plusieurs semaines, avant la deuxième manifestation, parce que là, on parle de la manifestation du mois de mars, en fait, du mois de mars 2023, mais avant ça, il y a une manifestation en octobre 2022, et donc entre octobre et mars se passent plusieurs semaines de propos outranciers de Gérald Darmanin, notamment, qui est à l'époque ministre de l'Intérieur, qui parle d'éco-terroristes, parce que le mot éco-terroriste, il a été prononcé juste après la première manifestation. C'est la première fois qu'il a été prononcé, complètement. Il parle de personnes venues faire la guerre, qui ont des armes de guerre. Il parle d'ultra-gauchistes. Enfin, il y a tout un ensemble de propos ultra outranciers qui montrent qu'en fait, qui essaient de montrer en tout cas que ces personnes-là, qui sont pourtant venus manifester pour la grande majorité pacifiquement, sont des personnes dangereuses qui veulent la peau des gendarmes et des policiers. Et donc, on peut se demander la responsabilité de la parole publique, en fait, dans cette radicalisation des gendarmes. Parce qu'au bout d'un moment, à partir du moment où on a ingéré pendant des semaines, ce type de discours, est-ce qu'on n'intègre pas qu'en face, en fait, oui, on a un ennemi et quelque part, on est en train de jouer une guerre. C'est clairement. Et donc, finalement, on en vient à ce genre de propos où on se dit, en fait, il faut le tuer, et il faut le viser dans certaines parties, si t'en fais tomber 2 ou 3, etc. Enfin, et encore là, on essaie d'être soft, mais regardez les presque 30 minutes d'enquête vidéo, c'est vraiment une chose encore pire. Ouais, c'est parfois très dur à regarder. Justement, on peut regarder Gérald Darmanin. Donc là, c'était le 30 octobre 2022, c'était après la première manif de Sainte-Soline, donc où il n'y a pas eu ces images absolument terribles, ça avait été beaucoup moins médiatisé. Il y avait eu du maintien de l'ordre violent, de la violence policière, mais c'était à un niveau quand même qui était moindre par rapport à là, ce qu'on a pu voir. Mais c'est justement à ce moment-là que Gérald Darmanin, donc c'était le ministre de l'Intérieur encore à cette époque, je sais pas, vous devez vous en souvenir, hélas. Mais et donc justement, qui dit j'ai une pensée pour les agriculteurs, ces gens-là sont fichés S à l'ultra-gauche, c'est de l'écoterrorisme. Et c'est à ce moment-là que le mot est lâché, écoterrorisme. Et quand on commence à considérer le camp d'en face, si je puis dire, déjà, alors, normalement des manifestants ne devraient pas être pour le ministre de l'Intérieur le camp d'en face, déjà premièrement. Mais quand on commence à considérer le camp d'en face et à les appeler terroristes, effectivement, bah, là tu peux commencer à faire ce que tu veux. Parce que quand il y a des attentats terroristes en France, typiquement, c'est des moments où les policiers peuvent tuer le terroriste qui est en train de faire un attentat et ils ne sont pas inquiétés. C'est pour la sécurité. Donc à partir du moment où tu tires ce trait d'union entre terrorisme et la lutte pour l'écologie, bah, effectivement, ça ouvre presque, d'un point de vue rhétorique en tout cas, le droit de tuer les éléments qui seraient éco-terroristes. Ouais, complètement. Bah, ça veut dire que c'est des ennemis des intérêts communs, du bien public. Ça veut dire aussi qu'ils seraient potentiellement capables de tout, voire du pire. Et forcément, pas forcément. Après, les gendarmes et les policiers ont le droit d'avoir un esprit critique, mais en tout cas, j'imagine qu'ils intègrent un minimum que, sachant qu'ils sont normalement en défense de justement tout ce qui est menacé potentiellement par ces ultra-rouges, comme ils pourraient les appeler, oui, forcément, on se met en position défensive et on se radicalise, tristement. Mais ce n'est pas pour les excuser, évidemment, bien au contraire. Non, c'est censé quand même avoir un gros cerveau, mais... Du coup, on va regarder Darmanin, revenir là-dessus, histoire de rappeler d'où ça vient cette histoire et que ce maintien de l'ordre, ces images de violence parfois insoutenables qu'on a vues à Sainte-Soline, effectivement ne sortaient pas de nulle part. La station interdite a vu jusqu'à 4000 personnes hier, 2000 encore cette nuit et ce matin, quelques centaines cet après-midi et ce soir se rendre sur ce site. Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente, avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails Molotov, des objets contondants, des mortiers qui ont attaqué les gendarmes. Plus d'une soixantaine ont été blessés, dont une vingtaine extrêmement sérieusement. Quand il parle d'une vingtaine de policiers blessés extrêmement sérieusement, pareil, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire extrêmement sérieusement. Alors après, je dis probablement il y a des policiers blessés, je ne dis pas le contraire, mais typiquement, nous, pour Sainte-Soline, alors c'était la deuxième année de Sainte-Soline, là on parle de la première, on peut dire très clairement qu'il y a eu 2 personnes qui ont été dans le coma, dont un des manifestants de Sainte-Soline qui a été dans le coma pendant plusieurs semaines avant de se réveiller, quoi. Donc voilà, on n'est pas juste blessé extrêmement gravement. Parmi les manifestants écolos, il y a eu 2 personnes dans le coma, très clairement. Et là on peut le dire, ce que c'est que être blessé gravement dans ce cas-là. Donc là, j'aimerais bien que Darmanin, à ce moment-là, il aurait pu dire blessé gravement de quelle manière. À ce moment-là, il aurait dit on a 2 policiers dans le coma. Bon, je veux bien l'entendre, mais voilà, côté manifestant, il y a eu 2 manifestants dans le coma. Donc sois un peu plus précis, Darmanin, au lieu de dire ça, quoi. Normalement, c'est un petit peu
C'est des éléments de langage, quoi. Voilà. Ouais, puis tout est fait en fait pour montrer que regardez, les méchants sont en face en fait. Donc on a des blessés dans nos rangs et en plus dans leur coffre ils avaient des objets contondants, etc. et des armes et je ne sais quoi. En fait, le plus souvent c'est des boules de pétanque à la con mais après ça n'empêche pas, évidemment il y a eu des actes. Il y avait des jets de cocktails Molotov ou Monotov comme dit Gérald Darmanin. Évidemment, mais c'est une infime minorité. Et là, ce que fait le ministère de l'Intérieur, c'est pas être le ministère de tous les Français, évidemment, en ayant une espèce de parole un peu objective. Non, évidemment, il se met en position de défense de ses troupes au mépris de la réalité, tristement, en manipulant des objets saisis, en grossissant aussi un nombre de blessés. Alors oui, comme tu dis, blessés extrêmement gravement, oui, mais c'est-à-dire parce qu'en fait, il peut tout mettre derrière ce terme-là. Voilà. Donc là, on est face à une volonté de manipulation, très clairement, pour disqualifier les manifestants et donc pour promouvoir le projet de bassine derrière aussi. Oui, exactement. Bon, je vous propose de regarder la suite. Certains sont d'ailleurs encore évidemment hospitalisés. Et cette partie de la manifestation extrêmement violente relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme, voilà, le mot est lâché, que nous devons absolument combattre. Il y a eu moins d'une dizaine d'interpellations. La consigne, évidemment, des gendarmes était de pouvoir tenir, bien sûr, pour empêcher cette ZAD. Et empêcher, évidemment, que du côté des... Alors, pareil, là, il parle d'empêcher cette ZAD. Il n'y avait pas de projet d'installer une ZAD à Sainte-Soline. Alors, il y a eu des projets de faire des ZAD. Donc, des ZAD, vous le savez, c'est des zones à défendre, hein, comme on dit. Donc, c'est quand des militants s'accaparent un espace, s'installent le plus durablement possible dedans pour ne pas pouvoir être délogés et typiquement protéger des zones naturelles, par exemple. C'est ce qu'il y avait à Notre-Dame-des-Landes, où il y avait un projet d'aéroport qui a fini par être annulé. C'est ce qu'il y avait c'est Saint-Sivins, je ne me souviens plus, là où Rémi Fraisse était tué. Sivins tout court, Sivins. Donc, oui, où Rémi Fraisse, un militant écologiste, a été tué par la police dans une ZAD. Donc pareil, tout ça s'inscrit encore une fois dans un continuum, quoi. Et donc, mais toujours est-il que là, il n'y avait pas de projet de faire une ZAD. Le projet, c'était de faire une déambulation autour de la bassine, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a jamais eu de projet de ZAD. Et d'ailleurs, juste après la manifestation, je ne sais plus si c'est celle du mois d'octobre ou du mois de mars, mais Darmanin annonce un plan zéro ZAD, comme si les ZAD étaient en train de pulluler partout en France. Oui, voilà. Non. Et puis en plus, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de moyens humains. Et puis c'est un moyen aussi qui est parfois contesté en interne dans les mouvements écolos aussi. Est-ce que c'est efficace ou pas? Et puis c'est aussi s'exposer à la répression parce que t'es sur un point fixe, donc forcément. Moi, j'avais fait quelques jours dans une ZAD à côté d'Avignon, et justement, en fait, le gros problème, c'était que t'étais exposé à la répression et que jour et nuit, les gendarmes et les policiers faisaient des rondes, passaient et se permettaient de te réprimer hors de toute caméra, en fait, parce que quand il y a une manifestation, forcément tu crées l'événement et à ce moment-là la répression est un peu moins facilitée, on va dire, mais quand tu as un point fixe H24, c'est plus simple, même si évidemment ce mode d'action peut être promu par certains parce que ça permet d'occuper un chantier par exemple et donc de l'empêcher, mais c'est de plus en plus difficile de tenir face à la répression. Et d'ailleurs on peut citer la 69 qui avait pas créé une ZAD mais qui avait créé un petit point d'occupation en grimpant dans les arbres, notamment par les écureuils comme ils s'appelaient, et eux ils ont particulièrement subi cette répression silencieuse et discrète, si on peut dire, entre gros guillemets, et ça montre un petit peu la faiblesse de ces modes d'action. Ok, d'accord. Ça, en plus, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus dur de monter des ZAD en France, parce que de manière générale, il commence à y avoir une répression accrue, et pas uniquement sur les questions écologiques. Alors moi je sais que c'est un sujet, on en a déjà parlé d'ailleurs en off, c'est un sujet que je connais un petit peu bien, le sujet des free parties en France, et il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de la ZAD dans la free party. Donc les free parties, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fête libre, en gros, c'est ceux qui ramènent des gros caissons pour mettre de la hard tech toute la nuit dans des champs, et avec des gros camtars et ce genre de choses, vous devez connaître, hein. On appelle ça les raves parfois, mais la free party plus précisément, c'est quand vraiment c'est fait hors de tout cadre, parfois il y a un cadre légal, mais hors de l'industrie, des clubs et de la nightlife, on va dire, quoi. Donc on appelle ça la free party. Et là, on a pu observer ces dernières années une augmentation du niveau de répression par rapport aux free party qui est exceptionnel, c'est du jamais vu. Alors sachant que la free party, ça a commencé dans les années 90 en France, c'est quelque chose qui a plus de 30 ans, c'est quelque chose justement que le pouvoir en place a pu choisir d'autoriser plus ou moins ou de réprimer férocement. Par exemple, pendant les années Sarkozy, quand il était ministère de l'Intérieur, il y a des mesures qui ont été faites pour pouvoir encadrer ces free parties, parce que de toute manière, ils partaient du principe qu'elles existaient, qu'il y avait toute une culture et des gens qui étaient prêts à continuer à le faire quoi qu'il arrive. Donc ils disaient c'est là, autant essayer de l'encadrer au maximum. Et là on a eu un changement de doctrine justement, et on en revient à la question centrale de la doctrine du maintien de l'ordre. Là c'est pas juste du maintien de l'ordre, mais bon, tu vois ce que je veux dire.
Et quand on regarde la Free Party, maintenant, il y a des teufs il y a des gens qui viennent poser des teufs, comme on dit dans le milieu. Et le matin, tu as des camions entiers de gendarmes qui arrivent, qui vont directement sur le terrain, qui foutent des coups de matraque, qui confisquent tout le matériel. Et il y a encore quelques années, c'était pas ça à ce point. Moi, j'ai pu faire des free parties, typiquement, où les gendarmes arrivaient. Leur but, c'était de sécuriser, être sûr que personne va prendre la voiture tout bourré ou en descente de tasse ou je ne sais quoi en sortant de la free party. Mais le but, c'était quand même de faire la sécurité. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu vraiment la police nationale attendre au bout d'un chemin, aller discuter avec les organisateurs, dire vous avez jusqu'à midi. À midi, vous coupez le son. En attendant, on vous emmerde pas. Par contre, on contrôle systématiquement tests salivaires et alcoolémie, tous ceux qui sortent. Parce qu'ils étaient là pour assurer la sécurité des participants et éventuellement des riverains. Et là, il y a un changement de doctrine qui s'opère dans la Free Party. Ça a beaucoup commencé sous Retailleau, et en plus, ils communiquent beaucoup autour de ça, à dire le droit de propriété est sacré, cet endroit ne les appartient pas, ça appartient à des agriculteurs, ils ont transgressé ce droit de propriété, ça nous donne le droit de les frapper, quoi, de les frapper, de les dégager par la force. Et c'est en parlant de la Free Party, d'ailleurs, que Bruno Retailleau, il n'y a pas longtemps, avait fait sa fameuse tirade qui est un petit peu restée, en disant, il a dit au 20h TF, si je dis pas de bêtises, il a dit, donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on les entoure et après, on les tape. Il a dit ça, et c'était pour parler de la Free Party. Pourquoi ? Parce qu'en plus, ceux qui font de la Free Party, c'est un milieu où il y a quand même pas mal de drogue et ce genre de choses. C'est une forme de marginalité, c'est un peu dans les marges de la société. Et du coup, c'est open bar, quoi. C'est en mode, voilà, c'est un peu des pulapis aussi, pour reprendre les termes des gendarmes. C'est en mode, c'est des marginaux, c'est des pulapis drogués, on s'en fout. Avec eux, c'est open bar. Si on doit les frapper et réprimer fort, on le fera. Et quand on voit un petit peu comment ça évolue la répression de la Free Party en France, et quand on regarde ce que c'est que la ZAD ou certains mouvements écolo-radicaux, les gendarmes, en fait, ils se disent un teufeur en Sarwell et un mec de Extinction Rebellion, tout ça, c'est la même merde, c'est du gauchisme pulapis, on va les matraquer, ils ont rien à foutre dans notre pays de l'ordre et de la propriété, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, je vois peut-être que les ZAD à l'avenir, ça va être compliqué, quoi. Je vois qu'on a un raid de PEMF, donc je me permets de le signaler. Ah, merci PEMF pour le raid, merci beaucoup. 2 semaines d'affilée, merci beaucoup. Mais oui, c'est exactement ça. Et en fait, ça marque aussi, enfin, ce que tu dis là, ça marque aussi une volonté de réprimer tous les lieux d'autogestion et de sociabilisation alternative quelque part, et aussi les lieux de solidarité, parce que je voyais aussi dans le chat, on parlait des camps de réfugiés aussi, c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. C'est cette même logique en fait qui se retrouve autour de tout ça. C'est en fait on va s'attaquer à ceux qui veulent créer un monde, une société alternative, disons, et qui entendent se réunir pour mettre à profit à la fois leurs convictions, leur énergie, leur envie, pour créer un monde meilleur. Donc en fait, on est vraiment face à l'extrême centrisme pur, quoi. C'est vraiment, on est vraiment dans cette notion-là de tout en se montrant comme représentant de l'ordre et presque dans une espèce de neutralité républicaine. En fait, on va réprimer absolument tout ce qui est dans les marges, et tu le disais par les free parties. C'est vraiment ce à quoi on assiste, je crois, en particulier depuis 2017, même si le mouvement date d'il y a plus longtemps, mais en particulier sous la Macronie, j'ai l'impression. Après, quand on parle du mouvement social un petit peu plus traditionnel, ça avait quand même commencé un petit peu avant, notamment avec la fameuse loi travail sous Hollande, fin Hollande, où là, c'est là qu'on voit les premières stratégies de Black Bloc, d'ailleurs, dans les manifestations en France. Il y avait des manifestations où il y avait vraiment un bon gros Black Bloc devant. Il y en a peut-être qui ont fait les manifs en 2016 contre la loi travail, qui s'en souviennent. Et en tout cas, c'est conjointement, en fait, cette stratégie du Black Bloc, elle s'était un peu répandue, et on a vu parmi les plus gros Black Blocs en manif de peut-être l'histoire de France, l'histoire récente de la France en tout cas. De toute façon, il n'y a pas de Black Bloc avant. Et au moment où il y avait un raidissement du maintien de l'ordre et de plus en plus de violences policières, quoi. Et c'est toujours la même question. Après, c'est un peu la poule ou l'œuf, quoi. Est-ce que c'est parce que les manifestants commencent à être violents que la police devient plus violente, ou est-ce que c'est parce que la police devient plus violente que les manifestants le deviennent ? Pour moi, c'est même pas comme ça qu'il faut regarder. C'est juste qu'il y a un raidissement général, et en fait, c'est l'augmentation, enfin, des stratégies des manifestants qui parfois vont être plus violentes, ou en tout cas plus organisées, et la répression dans le contexte du maintien de l'ordre qui grossit. Tout ça, en fait, c'est un peu les deux faces d'une même pièce, c'est qu'il y a un raidissement du pouvoir autoritaire qui fait que on en arrive à ces situations. Et d'ailleurs, ce raidissement, parce que je vois qu'il y a 2 commentaires sur François Hollande là, dans le chat, ce raidissement pour le mouvement écolo, on peut même le dater à un tout petit peu avant, en 2015 en fait, au moment de la COP21, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque 24 militants écolos avaient été assignés à résidence justement parce qu'ils prévoyaient de manifester autour de la COP21, donc qui ont donné lieu ensuite aux accords de Paris, et donc en fait on a utilisé les dispositions les dispositions de l'état d'urgence pour neutraliser ces militants-là, alors que
Là, pour le coup, ils étaient pacifiques. Hein, d'ailleurs, ils n'ont pas été ensuite condamnés pour divers projets ultra dangereux. Non, bien au contraire. Donc, en fait, ce raidissement-là, oui, c'est on peut. C'est difficile de le dater le point de départ parce qu'évidemment, on peut même remonter sous Chirac. Voilà. Mais en tout cas, sous François Hollande et sous Emmanuel Macron, ce raidissement-là, on l'a particulièrement senti et à marche forcée assez rapidement. Ouais. Oui, ouais, ça c'est sûr. Et aussi, je voulais rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure là. On parle de maintien de l'ordre depuis tout à l'heure. Et quand on pense maintien de l'ordre, logiquement, quand on voit ce qui s'est passé à Sainte-Soline, quand on voit les images, ça ressemblait plutôt à du désordre, quoi, des affrontements comme ça, et surtout la violence policière qu'il y a eu. Bon, c'était pas vraiment l'ordre, quoi. Donc eux, ils sont prêts à déclencher des scènes de guerre au nom du maintien de l'ordre, et du coup se pose la question de quel ordre on parle en fait. Est-ce que l'ordre c'est pas de violence, tout se passe bien, ou est-ce que l'ordre, c'est défendre l'ordre établi, l'ordre capitaliste, on pourrait dire? Est-ce que défendre l'ordre, c'est l'ordre qui fait qu'il y a des agriculteurs qui s'accaparent l'eau pour aller vendre des céréales et les exporter en polluant la planète? Ou est-ce que l'ordre, c'est juste, il faut que tout se passe bien en France? Bon, je crois que c'est un peu une question rhétorique, mais en fait, c'est ça. Maintien de l'ordre, de quel ordre on parle? Et oui, le mot est lâché dans le chat, c'est défense de l'ordre bourgeois finalement, de l'ordre établi, quoi. Est-ce que ça c'est assumé pour toi d'un côté gouvernement, côté policier, ou est-ce que il se cache encore derrière non, l'ordre qu'on veut défendre, l'ordre qu'on veut maintenir, c'est l'ordre, on va dire pas de débordement, quoi. Ouais. C'est jamais totalement assumé, donc en fait on peut en faire des lectures toujours entre les lignes, et évidemment quand on en fait une lecture entre les lignes, on voit bien que c'est une stratégie de, comme tu disais, comme on disait dans le chat, de défense de l'ordre bourgeois et de ses intérêts, évidemment. Mais là, ce qu'on voit avec Sainte-Soline en particulier, c'est que la mobilisation policière et de gendarmes ne montre pas une volonté d'aplanir les choses ou de les pacifier. Enfin, il faut quand même se souvenir que c'est près de 3000 agents qui sont disposés autour de la bassine, donc en fait, surarmés évidemment, mais qui montrent qu'en fait il y a un point à défendre et que donc quand on se met en défense, ça montre qu'on est prêt à montrer les crocs d'une certaine façon pour défendre les intérêts de quelques-uns, parce que là encore une fois on parle d'une poignée d'agriculteurs. Et il faut quand même rappeler que les moyens qui ont été utilisés à l'époque, parce que là on voit des images, on voit de la fumée, on voit des tirs, etc., mais ça reste c'est difficilement tangible, on va dire, mais souvenez-vous, c'était quand même 5000 grenades lacrymo qui ont été utilisées, 89 grenades de désencerclement, 40 grenades assourdissantes, 81 munitions de LBD. Ça fait beaucoup, là. C'est quand même énorme. Il y avait une stat qui était sortie de une grenade qui explose toutes les 2 secondes pendant, je sais plus, 2-3 heures, quoi. Et moi, je sais que j'ai des amis qui étaient sur place et qui m'avaient parlé de ça. Et je sais qu'ils étaient revenus un petit peu choqués. Et ce qu'ils m'ont dit, on en parlait juste avant l'émission, parfois le son, c'est presque plus traumatisant que les images. Je ne sais pas s'il y en a là qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Moi, je sais que j'ai déjà vécu des trucs, ou des souvenirs un peu choquants, où le son, quand je repense au bruit, ça me choque encore plus que quand je repense aux images, quoi. Voilà, j'ai déjà vu des gens, j'ai déjà assisté à quelqu'un qui est mort face à une foule qui l'a vu mourir. Et ce dont je me souviens dans cette histoire-là, c'est pas la personne qui tombe de la... c'était quelqu'un qui est tombé de la statue de la République à la fin d'une technoparade, donc la place de la République remplie. Et vraiment, le mec tombe de la statue qu'il escaladait. Et ce dont je me souviens, ce qui me choque vraiment, ce qui me tord le bide quand j'y repense, c'est pas l'image du mec en train de tomber, même si c'était horrible, c'est vraiment le son. C'est la foule qui, d'un seul coup, se met à hurler d'une seule voix, genre. Et ça, vraiment, il y a un côté presque traumatisant où je sais pas si c'est au niveau de la mémoire dans le cerveau, mais le son, parfois, peut être extrêmement traumatisant. Tout ça pour dire que moi, mes 2 amis qui étaient à Sainte-Soline, qui n'étaient pas en première ligne, qui sont pas pris de grenades dans la tête ou quoi que ce soit, heureusement, je sais qu'ils m'avaient parlé de ça, ils avaient insisté sur le son, quoi. Vraiment, le bruit d'une grenade qui pète de manière assourdissante toutes les 2 secondes pendant plusieurs heures, ça leur donnait l'impression, à juste titre, d'être dans une tranchée à la guerre, quoi. Et je sais que quand ils étaient revenus, on en avait discuté, ils m'avaient dit, genre, juste le son des grenades qui pètent en continu, genre, c'est vraiment chaud, quoi. C'est ça, tu as le pouvoir du son qui est absolument affolant, et en plus, le tout dans un désordre organisé par ceux qui sont censés tenir l'ordre. Moi, je me souviens, au mois d'octobre 2022, parce que j'étais à Sainte-Soline, et je me souviens de certains moments où il y avait même des embuscades qui étaient créées dans les rues. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais le cortège qui partait du camp qui avait été installé par les soulèvements de la terre et toutes les autres organisations, un camp de base, en fait, de départ. Un petit peu comme le village de l'eau qui avait été installé à Mel il y a quelques mois. Et à partir de là, on devait partir du coup vers la bassine, sauf que ça passait par certaines rues. Et il y avait 3 cortèges selon s'il y avait des familles et donc des enfants, des militants plus aguerris, etc. Et en fait, quel que soit le cortège, donc
passais par les rues de Sainte-Soline, parfois tu tombais sur une embuscade avec des gendarmes qui arrivaient et qui tiraient une grenade alors que tout se passe bien. Il y a en plein milieu d'une fanfare avec des enfants. Et donc forcément, les gens se mettent à courir, à paniquer. Et comme tu le disais, là, c'est à ce moment-là que le son intervient. Et en fait, t'entends les choses, t'entends péter à droite, à gauche, tu sais pas du tout ce qui se passe. T'es pris dans la fumée des gaz lacrymaux. Et alors, il y a ceux qui ont pris des LBD dans la figure, etc. Il y a ceux qui sont traumatisés. Et puis, il y a ceux qui reviendront plus jamais dans des manifestations. Et puis, on peut se demander aussi, est-ce que c'est pas l'intention, disons, sous-jacente aussi, c'est de dégoûter, de rejoindre des mouvements sociaux parce que forcément, ça finira mal. Oui, c'est presque de l'intimidation, quoi. De toute façon, c'est quasiment assumé par Darmanin, parce qu'il est là pour faire peur et dire attention, tout ça, c'est des terroristes. Et sous-entendu, vous n'allez pas vous associer à des terroristes, quand même. Ouais, c'est ça. Ils s'en prennent à nos agriculteurs. Surtout qu'en plus, il y a tout le temps cette rhétorique de nos chers agriculteurs, etc., en mettant tous les agriculteurs dans le même sac, du millionnaire de la FNSEA jusqu'à l'ouvrier agricole sans papier. Tout ça, c'est les agriculteurs dans la bouche de Darmanin et consorts. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que quand il y a eu toute la gronde des agriculteurs, le convoi des agriculteurs vers Paris, où là, ce qu'ils demandaient les agriculteurs, c'était moins de normes, moins de lois écologiques pour pouvoir faire un petit peu plus de tunas. Alors là, Darmanin, c'était pas... Voilà, ça bloquait des routes. Enfin, on a quand même la coordination rurale qui a pendu un porc devant une préfecture. Ils ont attaché un porc qu'ils ont égorgé devant la préfecture pour intimider, quoi. C'est des méthodes, franchement, c'est assez violent, quoi. Darmanin, on l'a pas entendu. Au contraire, la coordination rurale, c'est ses potes, c'est des interlocuteurs parfaitement légitimes, quoi. Alors qu'ils ont quand même pendu un porc devant une préfecture, quoi. Complètement. Enfin, je veux dire, ça serait des militants écolos qui auraient fait un truc un peu de cet acabit. Alors là, je sais même pas si ça aurait pas été éco-terroriste, ça aurait été quoi, éco-djihadiste carrément. Je sais pas quel mot ils auraient inventé, mais on voit aussi ce deux poids deux mesures, y compris dans le cadre de l'écologie de l'agriculture, quoi. C'est ça. En fait, il y a une impunité, il y a un droit à l'immunité pour certains. C'est ça. Et c'est vrai que la coordination rurale, on pourrait faire presque une séquence entière là-dessus, parce que moi, je me souviens, il y a 2 ans, j'étais, un peu moins de 2 ans. Juste rappelle, du coup, la coordination rurale, c'est un des syndicats agricoles qui existent. Je vais vous en présenter 3 un peu, je connais pas hyper bien. La FNSEA, c'est le syndicat principal. Souvent, on dit qu'il s'associe aux gros propriétaires terriens, aux gros agriculteurs conventionnels. À côté, on a des syndicats plus sympas, plus de gauche, comme par exemple la Confédération paysanne. J'avais plus la conf, j'avais la conf en tête. La Confédération paysanne et la coordination rurale. Ça, c'est plus un syndicat vraiment placé à l'extrême droite, très réactionnaire, avec des propos racistes de la part du chef de la CR et ce genre de choses, quoi. Voilà, juste pour replacer, c'est ce genre de syndicat. C'est un genre de syndicat d'extrême droite. Imaginez un syndicat policier avec tous les défauts que ça peut avoir et transposer ça à l'agriculture, ça donne la CR, quoi, la coordination rurale. C'est ça. Et à côté de ça, il y a des plus petits syndicats. Je fais presque un placement de produit, le MODEF, qui est très proche des communistes. Voilà, on est à l'UMA, donc il faut le placer. Oui. Non, mais enfin voilà, il y a tout ça. Pas confondre avec le MEDEF. Attention. Parce que là, le MEDEF, ils font moins de fruits et légumes, mais une autre soupe. Mais non, et sur la coordination rurale, c'est ce type de mouvement-là, comme tu l'as bien décrit. Et par exemple, je me souviens, il y a presque 2 ans, j'étais un reportage autour de la 69. Et ce qu'on me rapportait, c'était des militants qui venaient du Lot-et-Garonne, donc là où il y a une grosse fée des coordinations rurales. Et en fait, il y a une manifestation écolo avec des écolos qui sont montés dans les arbres pour justement empêcher les coupes. Et tu as des militants de la coordination rurale qui sont venus avec des tronçonneuses et qui ont coupé les branches pour faire tomber les militants écolos. Wow. Évidemment, il n'y a pas eu d'interpellation, il n'y a pas eu de suite et il n'y a pas eu de propos outranciers ensuite de Gérald Darmanin ou consort pour condamner ces agissements. Il faut dire que là, la coordination rurale fait quasiment le travail supplétif de la police de Darmanin dans cette histoire. C'est justement presque un peu comme si ça la foutrait un petit peu mal que la police républicaine aille tronçonner des branches sur lesquelles sont assis des militants écolos. Mais si c'est la coordination rurale qui le fait, c'est pas leur dos. Du coup, ils ferment les yeux et c'est presque comme s'ils avaient un peu une milice qui agissait comme leur supplétif, quoi. C'est l'idée que ça donne, quoi. Moi, je trouve ça c'est vraiment glaçant quand on y pense. C'est vraiment glaçant. C'est clair. Et puis, tu parlais du mouvement de protestation des agriculteurs. Ils avaient aussi bloqué le périph'. Je me souviens, il y avait presque chaque porte bloquée où ils avaient installé des tracteurs sur des kilomètres et des kilomètres, des bottes de paille, etc. Je me souviens, j'avais regardé la déclaration de politique générale de Gabriel Attal sur une autoroute avec justement les manifestants. Et là, pour le coup, on les a pas délogés, ils n'ont pas pris des lacrymos, il n'y a pas eu d'escadron surarmé qui est arrivé. Enfin, voilà, il y a quand même un 2 poids 2 mesures quand même assez clair et on le voit particulièrement avec ces images de Sainte-Soline. Après, il faut dire que selon les dires de Darmanin à l'époque et de tout ça, c'était que leur colère était légitime à ces agriculteurs. Et du coup, ils ont été entendus par le pouvoir car leur colère était légitime. Parce que c'est légitime de dire il y a trop de taxes, il y a trop de trucs écologie, nous on veut faire de la thune, mais c'est illégitime de se préoccuper du sort de la planète, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment ça, en fait, le discours en fond, quoi. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Normalement, les lois du bénéfice, du marché, tout ça est
écrase tout le reste et écrase y compris la lutte écologiste, alors que bon, on va quand même droit dans le mur, pas besoin de vous l'apprendre. Là il y a la COP30 qui est là en ce moment, donc là le débat, la COP30, c'est bon, on voulait rester à pas plus de 1,5 degré de réchauffement climatique selon les critères de la COP21, c'est raté, donc là on va voir comment on peut déplacer le critère et essayer enfin c'est extrêmement désespérant ce qui se passe en termes d'écologie. Et ceux qui s'en inquiètent, y compris en s'en inquiétant et en faisant des manifs qui sont interdites, eux, c'est des terroristes. Et à côté de ça, la CR, circuler, si c'est pour faire du bénéfice et niquer la planète au passage, il n'y a pas de souci. C'est odieux, quoi. C'est vraiment odieux. On est dans le pur logiciel libéral. Hein. Il y a d'un côté ceux qu'on estime être des créateurs de richesse, et puis de l'autre côté, il y a les pulapis, quoi. Exactement. C'est un petit peu ça, malheureusement. Et je voulais juste revenir sur ce que tu disais, parce que sur les manifs interdites, c'est intéressant aussi de rappeler que les mouvements écolos ont voulu déposer à chaque fois des demandes d'autorisation de manifestation. Enfin, c'est pas, évidemment, c'est ce qu'essaie de montrer Darmanin, comme s'ils étaient dans l'illégalité assumée et volontaire. Mais en fait, c'est juste que ces autorisations, elles étaient toujours refusées, alors que pour le coup, toutes les contraintes normalement demandées par les préfectures étaient respectées. Oui. Il y avait simplement une volonté d'empêcher toute possibilité de protestation. Donc, je crois qu'on va le voir dans différentes séquences où Darmanin le dit. Là, on parle beaucoup, mais c'est parce que c'est intéressant. Du coup, on n'a pas. Alors c'est marrant parce qu'on a passé 15 plombs à tenter de régler notre problème d'audio pour au final ne pas regarder les extraits. Quoi. Mais... Ok, du coup, c'est cet extrait-là, Darmanin, qu'on devait regarder, l'action légitime ou l'autre peut-être, je me souviens plus. Alors sur cet extrait, il défend les forces de l'ordre, mais c'est un plus vieil extrait, alors que là, c'est le plus récent. Ok, d'accord. On va regarder ça, effectivement, sur Darmanin. Hop là. On fait face à un déferlement de violence inédite. Donc ça, c'était au moment de Sainte-Soline ? C'est bien ça ? Je crois que ça a été posté... Attends, on va la regarder sur le truc d'origine de BFM TV. Ça a été posté quand, ça ? Non, c'est juste après 6 novembre 2025. Ok, d'accord. Donc c'est après les révélations de Mediapart, du coup. C'est ça. Ok, donc il s'est un petit peu prononcé. Il a quand même été plus ou moins interrogé. Donc voyons sa réaction. On fait face à un déferlement de violence inédite, avec, et je le rappelle, dans des conditions extrêmement difficiles, des haches, des attaques de boules, des armes par destination et de très nombreux blessés. Alors juste sur les armes par destination, je me sens obligé de faire une parenthèse. Moi, ça me fait penser aux casserolades. Tu te souviens des casserolades là. Donc c'est quand la réforme des retraites est passée au forceps, qu'il y a eu le 49.3, que le gouvernement a failli se faire censurer. Il y a eu une impopularité gigantesque du gouvernement et du coup la nouvelle strate qui s'est organisée, c'était d'aller faire des casserolades. Donc c'est vraiment quelque chose de très inoffensif. Les Français sortaient avec leurs casseroles et faisaient gling 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 dès qu'il y avait Macron qui passait quelque part ou un ministre. Ce qui était leur mode d'organisation vraiment bon enfant en réalité. Et du coup, justement, il y avait des interdictions préfectorales systématiques en disant attention, ce sont des instruments sonores par destination. Et c'était une raison suffisante pour interdire ces manifestations à l'époque. Donc là, il était en mode il y a des armes par destination. Oui, quand on voit comment en 2023, vous avez interdit des manifestations pacifiques où le but c'était de taper sur une casserole avec une cuillère en bois. En passant par les préfectures, ça montre bien que tout ça c'est du flanc et que c'est eux qui décident des règles. Et d'ailleurs, je finis là-dessus. Systématiquement, quand il y avait des interdictions préfectorales de ces casserolades-là, derrière, il y avait la justice qui tentait de faire son travail pour casser ces arrêtés préfectoraux. Et systématiquement, les arrêtés préfectoraux étaient cassés au dernier moment par la justice, ce qui faisait que les casserolades finissaient par être autorisées. Quoi. Donc on voit bien que dire ça a été interdit par la préfecture, oui, mais de qui dépend la préfecture, j'ai envie de dire. Oui, d'ailleurs, l'ancien préfet de police de Paris, Laurent Nunez, est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Donc bon, la préfecture et le gouvernement, parfois, c'est un petit peu blanc bonnet et bonnet blanc, j'ai l'impression. Allez, bref. Parfois très gravement, je me rappelle avoir rendu visite d'ailleurs à ces gendarmes qui ont été, et encore pour certains d'entre eux, touchés dans leur chair et touchés psychologiquement. Donc ils ont fait face d'abord, de façon extrêmement difficile, à du maintien de l'ordre rural, de gens qui voulaient détruire, alors que des décisions de justice étaient du côté du droit, les biens des agriculteurs. Alors juste... On est d'accord qu'il n'y avait pas d'eau dans cette méga bassine à Sainte-Soline. Donc comment on détruit un trou ? C'est la question que je te pose. C'est ça, c'était un trou et une bâche. Donc quand tu veux détruire un cratère. On peut enlever le casque. On peut remettre le casque. On va continuer à regarder l'extrait. Mais voilà, je voulais le dire. C'est vrai que quand on regarde un petit peu, c'est là qu'on voit que c'est des éléments de langage qui sont totalement déconnectés de la réalité. Quoi. Ils parlent, mais quand on regarde concrètement ce qui s'est passé à Sainte-Soline, donc là, ce qu'il dit, c'est les manifestants voulaient détruire un trou creusé dans le sol. Donc il est arrivé avec des pelles pour remplir le trou avec de la terre. Pourquoi ils n'avaient pas de pelle avec eux alors c'était ça les armes par destination ? Ça n'a aucun sens, vraiment ça n'a aucun sens. On est dans l'élément de langage pur pour défendre cette police qui est pourtant indéfendable quand on regarde les images. Quoi. Ensuite, évidemment, tout doit se faire dans le cadre de la déontologie et dans l'utilisation légitime de la force. C'est le principe et l'honneur des policiers et des gendarmes.
Je pense que le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé une enquête de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, publiera, j'en suis certain, les résultats de cette enquête et on verra si la justice. J'ai constaté que le procureur de la République, qui agit en toute indépendance, avait déclaré que pour l'instant, sauf si des nouvelles ont eu lieu depuis la réunion que je viens d'avoir à l'instant, ne méritait pas d'ouvrir une enquête. Donc vous comprendrez bien, et notamment vous, que je ne puisse pas affirmer ou confirmer une décision d'un magistrat libre et indépendant sur les conditions d'emploi de la force. Mais moi, je veux redire ici, de mes fonctions passées, le soutien que j'ai face aux gendarmes qui ont, de manière générale, et peut-être pas dans les cas particuliers que vous citez, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu les vidéos et les sons que vous évoquez. Mais Bah, fais ton boulot et regarde-les peut-être, non? Enfin, c'est quand même hallucinant, quoi. Il est en mode quelques cas particuliers. Donc rappelle qu'il y a 9 escadrons sur les 15 a priori. Donc les 2 tiers des escadrons qui ont reçu des ordres directs de tirer, de faire des tirs tendus au mépris de la loi française, quoi. Donc monsieur le ministre de la Justice, anciennement ministre de l'Intérieur, il est presque dans une double responsabilité par rapport à ça. Sa défense, c'est de dire non, moi je regarde pas Mediapart, peut-être qu'il considère Mediapart comme des pulapis après tout. Ou alors il n'a pas les moyens de l'abonnement. Si vous avez des codes à partager, n'hésitez pas. On peut offrir des articles. Hein, si vous envoyez, il y a un truc sur Mediapart pour offrir l'article, il suffit juste d'une adresse mail. Donc peut-être si vous êtes abonné à Mediapart, n'hésitez pas à mettre l'adresse mail de Place Beauvau pour lui envoyer la vidéo. Peut-être qu'il la regardera du coup. Non mais c'est hallucinant. Et puis c'est vrai je pense qu'on peut s'arrêter là sur l'extrait en réalité. Mais c'est vrai que sur les éléments de langage utilisés, il dit c'était l'honneur, c'est quoi le principe et l'honneur des forces de l'ordre de se défendre, enfin de défendre la bassine. Enfin, il y a aucune évidemment remise en question. Et là, il y a aussi encore une fois comment dire, il renvoie la responsabilité aux manifestants. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure quand il parle de manifestations interdites, quand il parle de fichiers S, etc. Et là encore, il explique qu'on était face à des éléments dangereux, prêts à tout quelque part, à tout détruire, etc. Et que donc ça vaut bien de tous les moyens. C'est aussi ça qui est dit aussi entre les lignes. Et mais par contre, ce qui est assez risible, c'est ce que tu disais sur les éléments de langage autour des armes par destination, quoi. Enfin, en fait, c'est des boules de pétanque, des haches. Je sais parce que c'était comme hache. Je pense pas pour avoir été au manif, j'ai pas vu une seule personne qui avait décidé d'attaquer un gendarme ou un policier avec une hache. C'est quand même assez hallucinant. Et dans le même temps, ça permet d'éclipser totalement l'emploi d'armes de guerre. Là, pour le coup, on peut l'employer pour les gendarmes parce que le LBD est considéré comme tel. Donc en fait, il y a cette volonté d'enfumage et de diversion aussi, encore une fois, qu'on retrouve chez Gérald Darmanin plusieurs années, non, ça fait combien de temps du coup, plusieurs mois en tout cas après Sainte-Soline, et il dévie pas, il s'entête encore de la même façon. Et Laurent Nunez, exactement pareil. Donc le ministre de l'Intérieur actuel, il répète les mêmes choses en boucle. C'est toujours la même chose qu'il dit. Non, je fais confiance en nos forces de l'ordre. De toute façon, on verra ce que dit l'IGGN. Il n'y a pas de violence policière, quoi. Mais c'est vraiment depuis 2018 et les Gilets jaunes qu'on entend les mêmes éléments de langage en boucle. Que ça soit Castaner à l'époque des Gilets jaunes, Darmanin, qui restait quand même ministre de l'Intérieur très longtemps, et maintenant Laurent Nunez. Voilà, et Laurent Nunez, quand il était préfet de police de Paris, il avait exactement les mêmes éléments de langage qu'en tant que ministre de l'Intérieur. Qui, encore une fois, tout ça, ça nous rappelle l'aspect systémique de tout ça. C'est pas juste, oh, Laurent Nunez, ou Darmanin, voilà, c'est un peu, c'est leur manière de gouverner finalement. Non, c'est vraiment qu'il y a, depuis 2018, que ce soit les préfets de police de Paris, Didier Lallement ou Laurent Nunez, les ministres de l'Intérieur, Castaner, Darmanin ou, j'en oublie un, ou Nunez aussi, c'est la même chose. C'est toujours précisément le même discours. Et puis nous, on est en train de dire que évidemment c'est un problème systémique de consignes, etc. Mais il n'y a pas que nous qui le disons. Enfin, il y a un entretien dans Mediapart que je vous invite à lire de Michel Forst, qui est rapporteur spécial des Nations Unies, et qui explique justement que c'est pas le résultat de simple dérapage, c'est le résultat d'une stratégie délibérée de maintien de l'ordre. C'est ce qu'il dit. Il dit ces vidéos démontrent une chaîne de commandement défaillante et une culture institutionnelle de la violence. Donc, enfin voilà. Il parle même de secours entravés dans leur mission. C'est vrai qu'à l'époque, on avait eu aussi, je crois que c'était Mediapart à l'époque qui l'avait sorti. Ça avait été contesté. On a l'extrait justement, exactement. Ça, c'est vrai qu'on en avait parlé à l'époque, donc il n'y avait pas encore les images de toutes ces horreurs qu'ont pu dire les gendarmes. Mais effectivement, il y avait eu une ambulance qui était censée venir parce qu'il y avait des blessés et des blessés graves. On rappelle 2 personnes dans le coma parmi les manifestants. Et l'ambulance a été bloquée par la gendarmerie. Voilà. Vous en êtes où là de la plus grosse urgence absolue de ce que j'ai comme impression moi de loin? Alors juste attends, remettre dans le contexte. On n'oubliera pas non plus que pour protéger la bassine désormais illégale de Sainte-Soline, la police aux ordres de Darmanin, donc c'est
Marcel Effan qui parle, a empêché le SAMU d'intervenir pour une urgence absolue. Ok, donc là c'est le SAMU qu'on entend qui était au téléphone avec la gendarmerie. C'est bien ça. Alors déjà le problème c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais en fait sur... On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas d'hélico ou de moyens SMUR sur place parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre. Voilà, on a ordre de ne pas envoyer de SAMU par les forces de l'ordre, 2 personnes dans le commun. Voilà. Ok, alors moi je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. Vous avez... Voilà, c'est vraiment... Enfin, je me souviens quand il y avait cette séquence qui était sortie à l'époque, à quel point c'était vraiment choquant. Moi, on était beaucoup à avoir été révulsés par toute la séquence à Sainte-Soline. Mais là, quand je revois ça m'énerve. J'ai le point qui se serre, quoi. C'est vraiment odieux, quoi. Et alors, je sais pas qui est l'interlocuteur du SAMU qu'on entend au téléphone, mais qui dit « Je suis d'accord avec vous, mais là, c'est les forces de l'ordre. Ils ont dit, vous rentrez pas, point à la ligne, quoi. » Les ordres, c'est les ordres, en fait. Voilà, c'est ça. C'est quand même assez terrible. En fait, c'est une politique déshumanisante, en fait, vis-à-vis des manifestants. On a vu la politique du maintien de l'ordre. On voit aussi de ce côté-là sur les consignes autour des secours, c'est presque laissons-les crever, quoi. Enfin, c'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant et de voir pareil. Enfin, à l'époque, ça avait été dénoncé par Mediapart. Hein, on a vu que c'est un document Mediapart. Ça avait été largement contesté, complètement éludé par le ministre de l'Intérieur, donc Gérald Darmanin. Les médias l'avaient pas beaucoup repris, en tout cas les médias mainstream. Et maintenant de voir que là, je parlais de Michel Forst, qui est rapporteur spécial des Nations Unies, qui montre en fait très clairement que ça appartient à une philosophie globale et qui reconnaît en fait que tout cela ne sont pas des incidents isolés, en fait. C'est pas des incidents qui sont dictés par l'urgence du moment ou je ne sais quoi. Non, c'est une volonté délibérée, c'est une philosophie, c'est une doctrine d'État qu'on pourrait remonter à très très loin, parce que là on parle du terrain très, très concrètement où il y a le maintien de l'ordre, une répression particulière, etc. Mais on pourrait aussi expliquer à quel point depuis le quinquennat, le début de quinquennat d'Emmanuel Macron, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les dispositifs de l'état d'urgence ont été inscrits dans le droit commun et sont utilisés pour réprimer largement les militants écolos, pour renforcer les assignations à résidence, les écoutes, pour pénaliser au maximum en fait le mouvement social et le mouvement écologiste. Donc en fait, là avec Sainte-Soline, on a une petite photographie d'un paysage qui est beaucoup plus vaste pour réprimer justement toute personne qui viendra contester le modèle dominant. Alors là, on parle plus de maintien de l'ordre, on pourrait même dézoomer encore un peu plus sur l'utilisation policière et un peu de toutes les conséquences effectivement de cet état d'urgence sous François Hollande. Donc là, on parle du maintien de l'ordre, donc on parle plus des mouvements sociaux classiques et des mouvements sociaux écologistes, mais évidemment, ça rejoint le sujet des violences policières hors du cadre d'un maintien de l'ordre, et on voit que c'est exactement les mêmes ressorts, quoi. Là, par exemple, typiquement Sainte-Soline, on voit que si les policiers n'avaient pas été filmés, alors déjà, même en étant filmés, ils finissent par avoir de l'impunité, puisque leur hiérarchie les protège, bon, on commence à être habitué, mais on voit cette espèce de truc central de tant que les policiers ne sont pas filmés, ils resteront dans l'impunité la plus totale. Ils sont encore dans l'impunité, mais un peu moins totale, on va dire. Et ça fait précisément penser à tous ces cas de violences policières où la police a tué souvent des jeunes noirs ou arabes qui étaient au volant en mode oh bah non, ils vont faire un délit de fuite et tuer quelqu'un. C'est très rarement des blancs, il y en a eu quelques-uns, mais c'est souvent ça rappelle les violences racistes des policiers qui vont jusqu'à tuer pour des pseudo-délits de fuite la plupart du temps, et notamment l'affaire Naël, quoi. Et l'affaire Naël, c'était exactement la même chose. C'était heureusement que quelqu'un a pu filmer, sans ça il n'y aurait pas eu d'enquête, il n'y aurait rien eu, ce serait rien passé. Circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, c'est valable dans le cadre du maintien de l'ordre. C'était le cas pour les Gilets jaunes, c'est le cas pour Sainte-Soline, mais c'est aussi valable, évidemment, dans le cas des violences policières, on va dire un peu plus du quotidien, entre guillemets, hors du cadre du maintien de l'ordre, et notamment des violences racistes de la police. Et je parlais aussi tout à l'heure de la Free Party, ou ce genre de choses, quoi. Dès qu'on est soit racisé, soit dans une forme de marginalité, on est en première ligne de cette violence policière, et y compris hors du cadre de maintien de l'ordre. Mais quand on regarde dans le cadre de maintien de l'ordre, c'est exactement les mêmes logiques de déshumanisation, les logiques d'impunité, et les logiques de il faut filmer la police, sans ça, l'impunité continuera à tout jamais, quoi. Voilà. Je voulais le rappeler aussi, quoi, parce qu'on peut dézoomer encore un petit peu plus et voir un petit peu
le sujet des violences policières, y compris hors du cadre de maintien de l'ordre, mais dans tous les cas, c'est les mêmes donneurs d'ordre. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que tu parles de la vidéo comme vigie essentielle. Les gendarmes, ils l'ont compris aussi, parce que dans la longue vidéo de Mediapart, on les voit parfois réagir en disant « Ah, mais attention, ça filme ». Donc en fait, il y a des choses qu'on peut faire quand c'est pas filmé, parce qu'en fait, la vidéo piéton n'est pas activée en permanence, elle s'active à certains moments. Je crois qu'ils peuvent la désactiver. Je sais pas. On voit des manipulations à certains moments sur la vidéo, mais en tout cas, il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on sait qu'on peut faire, disons, dans l'ombre, et ce qu'on peut moins s'autoriser quand on est filmé. Donc voilà, tout ça l'atteste, clairement. Et moi, la question que je me pose, c'est pour combien de temps ? Parce que là, on voit que les policiers avaient beau être filmés, de son côté, ils disaient « Oh non, je dois allumer la caméra, oh, je l'éteins ». Et tout ce qu'ils se sont permis de dire alors qu'ils étaient filmés, au final, il y a le document qui sort, on en parle, ça repasse sous le tapis assez vite, la hiérarchie les protège. À un moment, ça me fait penser au sujet qu'on a traité hier quand on parlait d'Éric Zemmour, qui commence à de plus en plus réassumer l'affiliation avec l'extrême droite historique française, y compris dans ses composantes les plus collaborationnistes, antisémites et anti-républicaines. Il y a un côté où plus ça va, plus il y a une tendance à assumer ça. Et tout ça correspond à l'extrême droitisation de la France et de l'Europe, et à un raidissement autoritaire du pouvoir en France, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Et donc de la même manière que l'extrême droite commence à assumer de plus en plus sa filiation, et alors qu'avant on ne pouvait pas l'assumer, cette filiation-là, je me demande, jusqu'où ça va aller les violences policières ? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas arriver à un état de dégradation de la démocratie et d'extrême droitisation de la France, où au final, même filmer les policiers, ça ne servira à rien, entre guillemets, parce que de toute manière, la hiérarchie continuera à les protéger et à dire « Eh ben non, ils sont vulgaires, ils sont violents, ils sont insultants vers les manifestants, mais c'est ça ou le chaos, c'est ça ou la chienlit, et donc du coup, ils sont dans leur bon droit. » Moi, je me pose cette question, du coup, jusqu'où ça va aller, le fait d'assumer ces violences policières et cette culture policière, quoi. C'est clair que tant qu'ils se sentiront soutenus par leur hiérarchie, on a parlé de l'IGGN ou de l'IGPN, mais aussi du ministère de l'Intérieur, parce que quand on a entendu Darmanin dire c'était ça fait partie des principes et de l'honneur des gendarmes de se défendre de cette façon-là, forcément ça galvanise, disons, ou en tout cas ça radicalise. Et donc voilà, à partir du moment où on est soutenu, où on est renforcé, où on est légitimé par sa hiérarchie, pourquoi s'arrêter, en fait ? On fait partie du bon camp, donc on peut largement s'inquiéter. C'est une digue de plus qui saute. Tout à fait, malheureusement. Tout à fait. Ce que je te propose là, je pense qu'on va pas tarder à arriver à la fin de ce sujet et passer à notre sujet suivant. Je serai un petit peu plus léger quand même, on va pas se mentir. Il y a eu des réactions quand même. Donc là, on a regardé surtout les réactions de Darmanin et du pouvoir en place, on va dire. Il y a eu des réactions plus en défense, soit de Mediapart et Libération, soit des manifestants, et notamment certains soutiens auxquels on s'attendait pas forcément, comme par exemple Alain Duhamel. Voilà, on va regarder cet extrait, c'est un petit extrait de 36 secondes, mais là on en arrive à un point où c'est Alain Duhamel qui dit les termes sur BFM TV face à un pouvoir autoritaire, donc c'est quand même assez intéressant, parce que Alain Duhamel, c'est vraiment un vieux de la vieille du journalisme télévisuel. Normalement, voilà, c'est pas censé être un dissident spécialement, quoi. Il est en noir et blanc d'ailleurs, à quel point c'est un dinosaure. Ouais. Il est vraiment... Et pourtant, là, il va dire les termes. Il va dire les termes sur BFM TV, donc on va regarder ça. Ouais. Merci à Mediapart. Duhamel, c'est éco-terroriste, qui est quasiment un factuel, Duhamel. Je l'ai croisé à Sainte-Soline d'ailleurs. C'est pas le plus calme des manifestants. Oui, après, on regardera l'intervention de quelqu'un qui est pourtant pas la personne la plus radicale de la Terre et qui était à Sainte-Soline aussi. Pour dire qu'il n'y a pas besoin d'être vraiment un dangereux éco-terroriste. Pour être considéré, pour défendre ces dangereux éco-terroristes, on va dire. Bon, allez, bref. Merci à Mediapart et merci à Libération. Merci à Mediapart. Darmanin était bien donc ministre de l'Intérieur, donc lui dit je les ai pas vus ces vidéos. Il a tort. Et comment est-ce que ça se fait que ces vidéos sortent 2 ans seulement après cette affaire ? Je ne vais pas vous apprendre ça. Vous pensez que ça a été un peu étouffé, justement ? Vous parlez de récupération politique. Je pense surtout que Mediapart et Libération ont bien travaillé et que trop souvent des choses qui avaient été soit estompées, soit camouflées, soit oubliées, ne sortent pas. Bon, en l'occurrence, elles sortent. Et merci à Mediapart. Okay. Bon, l'extrait n'est pas très long, mais c'est quand même assez intéressant, quoi. Comme quoi on dit souvent, la vieille, c'est un naufrage. Ben là, non. Sauf pour Alain Duhamel. J'espère qu'il lui reste bien 40 ans devant lui sur BFM TV, parce que c'est notre petite caution de gauche. Voilà. Donc c'est assez intéressant, mais c'est plus que quand on regarde concrètement ce qui s'est passé, à un moment donné, c'est inacceptable. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être un dangereux gauchiste, le couteau entre les dents, prêt à aller casser du flic toute la journée pour être choqué par cette histoire. En fait, c'est inadmissible. N'importe qui est censé être un tout petit peu un républicain honnête, normalement, tu vois les images, tu te dis waouh, c'est ça la police républicaine, not in my name, quoi. Donc Alain Duhamel semble être sur cette ligne-là.
là, ce qui s'appelle juste normal en fait. Ouais, c'est ça. Et puis j'aime bien la petite leçon de journalisme entre les lignes, un petit peu à BFM, parce que je regarde la présentatrice en lui disant écoutez, je vais pas vous apprendre que quand on veut pas que des choses sortent, elles sortent pas. Enfin voilà. C'est simplement ça. Et puis j'adore quand il s'emporte un petit peu, qu'il dit il a tort. J'ai cru qu'il allait dire c'est un con. Voilà. Et je me barre. Voilà. Il a 2 doigts de dire la police tue et claquer la porte quoi. Voilà. ACAB. Il a lancé un ACAB d'ailleurs. Ouais, quasiment. Alors c'est marrant de voir un Duhamel dans ce rôle-là. Là, c'était presque comme si la journaliste ne laissait couper la parole, ne laissait pas parler Alain Duhamel trop basé, alors qu'on est plus habitué à l'inverse où c'est Benjamin Duhamel qui coupe la parole à l'invité pour ne pas lui laisser dérouler le discours. Quoi. Donc c'est vraiment en mode tout fout le camp. Tout fout le camp. 2025, on n'a plus de repères. Vraiment, il y a une ambiance un peu apocalyptique. Et c'en est encore une fois le signe peut-être. Ouais, je vois une ref dans le chat à De Villepin. C'est vraiment on en est presque à une ère où en fait on considère presque De Villepin et Duhamel comme des respirations progressistes. Évidemment, c'est pas du tout le cas, évidemment. Mais c'est quand même hallucinant. Quoi. C'est l'illustration du glissement dont on parle depuis quelques semaines. Absolument. Malheureusement. Et donc une dernière réaction qu'on peut peut-être regarder, une réaction de Marine Tondelier. Alors pareil, Marine Tondelier, c'est pas la plus anti-flic de la gauche française. On se souvient d'ailleurs de ces images où elle a déposé une gerbe de fleurs face à des policiers en manifestation. Il me semble que c'était avant Sainte-Soline, parce que Marine Tondelier était à Sainte-Soline d'ailleurs, et elle était un petit peu choquée de ce qui s'est passé. Je sais pas si elle a redéposé des gerbes de fleurs aux policiers après Sainte-Soline, mais je crois que ça l'a peut-être un peu calmé là-dessus. Je sais pas, mais en tout cas, je me souviens, alors, petit moment corpo, quand elle avait été invitée à Saïra sur la chaîne Twitch de l'Humanité. Abonnez-vous bien sûr. Elle avait parlé un petit peu de ça. Alors je sais plus exactement si c'était Lumi ou quelqu'un d'autre qui lui avait posé la question, mais qui disait il y a certains trucs ça passe pas trop à gauche. La gerbe de fleurs déposée face aux policiers en mode il faut que tout ce qu'on fasse la paix et être gentil, ça ne passe pas. Et je sais qu'elle avait répondu un peu sèchement, Marine Tondelier, en disant par contre j'en ai marre qu'on me saoule avec ça parce que vous savez pas tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que je pense de la police aujourd'hui. J'étais à Sainte-Soline donc vraiment arrêtez de me saouler avec ça. Vous inquiétez pas, je sais que la police tue quoi. Elle avait répondu un peu comme ça, mais sans trop se mouiller. Mais en tout cas il y avait quelque chose de cet ordre-là, je me souviens très bien, j'avais regardé en direct, bien sûr. C'est toujours la difficulté de Marine Tondelier à se positionner sur l'échelle de la gauche. Dans la même émission, je crois que c'est Lumi, encore une fois, qui lui pose la question sur l'anticapitalisme. Et là aussi, c'était un petit peu compliqué. Quoi. À passer la petite blague sur l'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage. Il n'y avait pas grand-chose derrière, c'est un peu difficile pour elle de se positionner. Donc voilà, c'est assez symptomatique, malheureusement, chez elle. Ouais. Ah oui, 16 minutes 30. Oui, alors je me disais, mais on va regarder l'extrême. En fait, non, c'est vers 16 minutes 30, donc on va pas tout regarder, mais je vais quand même vous lire le tweet de Marine Tondelier pour voir une des autres réactions qu'il aurait pu y avoir à gauche, sachant que Marine Tondelier, elle était à Sainte-Soline. Normalement, c'est un petit peu un de ses sujets a priori. Quoi. Donc, Gérald Darmanin doit s'expliquer ou démissionner. Retour en vidéo sur ce que m'évoquent les révélations chocs de ces derniers jours concernant les agissements des forces de l'ordre le 25... alors c'était mars, elle s'est trompée, le 25 mars 2023 à Sainte-Soline. Mediapart et Libération ont rendu public de nombreux extraits des 84 heures d'enregistrement des caméras piétons qui ont fuité. J'attendais une réaction de celui qui était alors ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a refusé à la presse tout commentaire. Ce n'est pas acceptable. Plusieurs parlementaires écologistes ont saisi la procureure de Rennes en charge du dossier par un signalement article 40. Mais Gérald Darmanin, aujourd'hui garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice, est désormais son supérieur hiérarchique. Pour la sérénité des suites judiciaires qui pourraient être données à ces révélations, nous demandons que s'il n'est pas capable de fournir une quelconque explication ou des excuses, il démissionne. Donc voilà, souvent on dit Macron démission, pas mal en ce moment, c'est revenu. Et de la même manière qu'il n'y a plus besoin d'être Jean-Luc Mélenchon en personne pour appeler à la démission d'Emmanuel Macron, maintenant il y a même Édouard Philippe ou certaines personnalités de droite qui le font aussi. Et bah pareil, pour dire Darmanin démission, il n'y a pas besoin d'avoir passé 2 ans dans le Black Bloc, on va dire. Enfin, même Marine Tondelier, qui normalement n'est pas sur des lignes les plus sur une ligne extrêmement radicale par rapport à toutes ces questions-là, appelle à plus ou moins la démission de Darmanin. Quoi. Donc Non, c'est un propos fort. C'est vrai que je l'ai pas beaucoup entendu dans la classe politique, évidemment. Bon, à droite, n'en parlons pas, mais à gauche, assez peu, un petit peu. Voilà, il y a eu des réactions éparses, mais de là à demander la démission, c'était pas à ce point. C'est peut-être la réaction qu'il faut pour pousser Gérald Darmanin à une réaction, même si j'imagine bien qu'il doit mépriser malheureusement la parole de Marine Tondelier et de l'ensemble des forces du feu NFP. Mais c'est intéressant d'essayer de le pousser un petit peu face à ses responsabilités parce que en fait on voit que depuis Sainte-Soline il se retranche derrière certains éléments de langage, il montre les écologistes comme des écoterroristes, il met en avant le fait, on l'a dit, que les manifs étaient interdites, mais aussi que c'était des fichiers S, alors que il y a
entre guillemets autant de fichiers S chez les écolos, c'est aussi une doctrine d'État, parce qu'il y a près de 3000, je crois, fichiers S dans le mouvement écologiste, mais c'est aussi parce que l'État a poussé le curseur répressif au maximum, à son paroxysme. Et on peut citer, par exemple, il y a plusieurs dispositifs qu'on pourrait citer pendant très longtemps, on pourrait faire une séquence spéciale, mais on peut citer notamment la création en 2019 de la cellule Déméter. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en gros... Déméter, moi je joue à DS2 en ce moment, donc je vois à peu près. C'est la DS qui fait l'effet givré pour glacer l'ennemi pendant 3 secondes. Après, on peut l'améliorer avec certains buffs, ce qui est pas mal du tout. Ouais. C'est certainement la référence de Castaner qui est à l'origine de cette cellule. Et en fait, le principe, c'est de donner à la gendarmerie des moyens pour faire du renseignement, en fait, pour collecter du renseignement en partenariat avec qui ? Avec les syndicats agricoles comme la FNSEA. Ok, les fameux. Donc en fait, tout ça a permis à la gendarmerie de constituer une espèce de maillage pour ficher les opinions politiques des mouvements écolos et de ces militants pour mieux les surveiller, pour mieux les traquer en fait. Et tout ça est documenté. Enfin, je vais pas faire de l'autopromo, mais on en parle un peu dans le bouquin. Ça montre la couverture, mais le bouquin est juste là. Ouais. Ce petit moment autopromo, bien sûr. C'est l'affrontement qui vient. Alors, attends, j'ai jamais pu faire ça, présenter le livre d'un invité. Tu veux le faire en téléachat ? Ouais, de le faire vraiment comme un vrai professionnel, comme si on était à la télé, et dire c'est quoi l'édition du Rocher. Donc voilà, c'est l'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'écoterrorisme. Anthony Cortez, qui est juste ici aussi, Sébastien Lurquin, à retrouver aux éditions du Rocher, bien sûr. Voilà, super. J'ai l'impression d'être Léa Salamé. Incroyable. En mieux. Et sans erreur, en plus, sans erreur de date comme Léa Salamé. Mais non, mais voilà, il y a cette cellule Déméter qui a été constituée pour en fait criminaliser et réprimer le mouvement écolo, pour faire gonfler le nombre de fichiers S, du coup, et donc pour les empêcher de manifester. Et on en parle dans le bouquin, mais il y a tout un certain nombre de témoignages de militants. Parfois, c'est des vieilles dames qui ont 75 ans, qui reçoivent des perquisitions parce qu'elles ont participé à une manifestation avec tel ou tel mouvement, parce que ou alors elles sont mises en cause parce que après perquisition on trouve un bidon d'essence chez elles. Enfin, il y a des cas aussi lunaires que ça, parce qu'il y a tout un ensemble de dispositifs qui ont été créés pour réprimer le mouvement écolo et pour ficher à outrance. Donc en fait, il faut aussi dire que quand Marine Tondelier entend pointer la responsabilité de Gérald Darmanin, c'est vrai, il faut le faire, mais c'est toute une ensemble de chaînes de responsabilité où on pourrait remonter jusqu'à Bernard Cazeneuve, et pas seulement, mais au moins jusqu'à Bernard Cazeneuve à l'époque. Bernard Cazeneuve, oui, il était Premier ministre, mais il était ministre de l'Intérieur avant. Ouais, c'est ça, c'était lui au moment de la COP21. Voilà, au moment de la COP21, et Bernard Cazeneuve, qui est d'ailleurs aussi celui qui a fait la loi, qu'on appelle parfois la loi permis de tuer. J'en parlais tout à l'heure de Naël et de toutes ces violences policières où c'est vraiment du meurtre, on n'est pas... On n'est pas juste sur un coup de matraque dans les jambes. Là, c'est vraiment il y a eu des morts, il y a eu plusieurs dizaines de morts, toujours le même profil. Toujours des jeunes hommes noirs ou arabes qui viennent de quartiers populaires, qui se font tuer au volant d'une voiture. Et ça a commencé avec justement cette loi Cazeneuve qui est parfois surnommée la loi permis de tuer. Donc effectivement, on peut remonter un petit peu à plus loin que Darmanin. Et bon, voilà, ça reste assez petit bras en réalité, ce qu'a pu dire Tondelier. Ouais. Mais voilà, elle appelle quand même plus ou moins la démission de Darmanin, ce qui montre bien qu'il n'y a pas besoin effectivement d'être très très radical pour pouvoir commencer à s'indigner réellement de toutes ces histoires qui sont vraiment gerbées, quoi. Ouais. Puis en plus, voilà, tu parlais tout à l'heure de dames de plus de 70 ans qui sont perquisitionnées chez elles, alors que c'est probablement juste des dames de 70 ans qui sont absolument outrées par la pollution, la direction qui est en train de prendre ce monde. Et qui se dit tout simplement, ça serait bien de sauver la planète et de sauver la nature, quoi. Ouais. Normalement, quand t'es un être humain avec un cœur, tu vois une dame de 75 ans qui fait des manifs écolos, t'es pas censé la considérer comme une ennemie, quoi. Et c'est vrai que parfois on se parle, c'est pas qu'on se perd, mais on parle un peu de techniquement comment s'organise le maintien de l'ordre. On parle vraiment d'événements précis, avec d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers. Mais quand on dézoome un petit peu et qu'on essaye juste de regarder ça de manière très très simple, qu'est-ce qui est en train de se tramer ? C'est des manifestants avec parfois des personnes âgées, des familles qui veulent sauver la planète, et en face des policiers surarmés qui leur éclatent la gueule, quoi. Enfin, genre, quand on regarde ça, objectivement, on devrait voir ça. C'est peut-être un peu bêtement naïf ce que je dis, mais on devrait voir ça et juste se dire, mais il y a des gentils et des méchants, c'est pas possible, quoi. Comment on peut voir ça autrement, quoi. Et parfois, je trouve qu'un peu de naïveté pour appréhender certaines choses, ça permet aussi de remettre l'église au milieu du village, et de se dire, mais tout ça est absolument inadmissible, mais à tous les niveaux, quoi. Voilà. Donc, je voulais dire ça m'a fait penser à ça, cette histoire de vieille dame perquisitionnée chez elle. On est à quel niveau d'inhumanité, en fait. C'est horrible, quoi. C'est caricatural, quoi. C'est ça, c'est caricatural, c'est inhumain, et ça montre en fait qu'on est face à un système qui se défend, et tout un système
système, tout un modèle qui repose sur la croissance pour la faire très très simple, et donc sur la destruction du vivant, qui essaie de défendre en fait ce principe-là qui est en fin de vie. Et donc on voit bien que des masses peuvent se mobiliser autour de ça, qu'il y a une prise de conscience autour de l'écologie, encore trop faible malheureusement, mais on est face à un système aux abois en fait qui n'a comme arme malheureusement pour prolonger sa durée de vie que la répression, malheureusement, et sans distinction de est-ce que vraiment on a en face de soi quelqu'un qui veut en finir avec le bien commun, l'intérêt commun. Évidemment, là dans ce cas-là c'est pas le cas, mais on est face à ça, on est face à ce système aux abois qui est prêt à tout pour se défendre. Tout à fait, ouais. Prêt à tout, mais là du coup il lui reste, plus ça va, plus il va lui rester que la matraque, quoi, et le lanceur de LBD et la grenade lacrymogène, et c'est justement ça le problème.